Bonjour, je vous présente Raphaël Baltachi, 16 ans, en première, présenté par le club Sillé Alpes-Mancel. À toi Raphaël. Merci. Du temps de ma prime jeunesse, ce qui n'est en somme pas si lointain, j'ai été terrifié pendant de nombreux mois, même durant de nombreuses années, pour être honnête, par un lieu qui nous est tous commun, l'école. Ce n'était pas tant le lieu qui me paraissait effrayant, ni même la faune que l'on pouvait y rencontrer, qui ne m'était par ailleurs pas des plus hostiles, mais bien une seule chose, qui pourrait vous sembler des plus insignifiantes, était à l'origine de toutes mes angoisses. Cet élément, pas plus grand qu'un petit poids d'une boîte de conserve bon marché, parvenait à lui seul à bouleverser tout un être. Il faut savoir qu'en ce temps-là, nos méthodes d'évaluation étaient basées sur 3 points. Le point vert correspondait à la réussite, le point orange à une maîtrise partielle et le point rouge à une mauvaise compréhension, chose que j'avais aussi bien consciemment qu'inconsciemment associée à l'échec. Un jour, ce qui fut vécu pour moi comme un drame advint. Le point rouge tomba, comme la lame de la guillotine sur le crâne du condamné que je crus être devenu. Animé par un immense sentiment d'opprobre et d'impuissance, j'ai cru que ce point rouge allait entraîner ma perte. Je ne me croyais plus capable d'entreprendre quoi que ce soit. Alors, quand je rentrais chez moi, tout penaud de ma déconvenue, m'attendant à être vilipendé ou pire encore, être envoyé au bagne, je vous laisse imaginer comment grande fut ma surprise dès lors que l'on m'annonça que cet événement n'était pas dénué d'importance, mais que son importance était minime. Alors, on me donna un livre, Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, contant l'histoire d'un vieux pêcheur dénommé Santiago, qui depuis 84 jours n'a pas réussi à pêcher le moindre poisson. Les parents de Manolin, son apprenti, décident de l'envoyer sur un autre navire. Pour sauver son honneur, Santiago décide de partir au large de Cuba. Après un combat acharné, il y parvint. Mais son poisson est dévoré par les requins, et il n'en conservera que les arêtes et la tête. Alors, quel est le message d'Hemingway à travers ce texte ? Eh bien que ce n'est pas l'échec qui importe, mais bien la volonté de se battre, et cela inextricablement au regard de ce qui adviendra. Par ailleurs, le retour de Santiago est un semi-échec, son poisson est mort. Mais les gens du village, devant les restes de son poisson, en somme les restes de son combat, de son abnégation, de sa lutte, lui permettent d'être de nouveau estimé. Et cette formidable leçon de vie m'a fait énormément réfléchir. Dès lors, j'ai compris que la plus grande gloire, la plus grande renommée dont je pouvais disposer, était celle de la résilience, le passage de l'échec au combat, et parfois même à la victoire. Ainsi, Confucius, philosophe chinois ayant énormément marqué sa civilisation, déclara « Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. » Comme le disait si bien Truman Capote, un homme de lettres américain du XXe siècle, l'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès. En effet, si l'on n'échoue jamais, l'on ne peut véritablement goûter au plaisir de la réussite, étant donné que cette dernière nous apparaît comme naturelle, presque comme acquise. Nous pourrions l'illustrer de la manière suivante. Dans ses premières années, le jeune enfant apprend à marcher. Ses premiers pas, bien que mal assurés, suscitent l'émerveillement et l'amusement de ses parents. Toutefois, dès lors qu'il arrive à se rendre d'un point A à un point B, sans risquer de choir de tout son long, ses parents le félicitent. C'est un premier succès. Néanmoins, il est rare qu'arrivés à 40 ans, des parents félicitent encore leurs enfants car ils ont traversé leur salle à manger sans dégringoler. En ce qui concerne la réussite, c'est à peu de choses près le même procédé qui s'initie en nous. En effet, l'être humain, dans sa quête de perfectibilité, est persuadé, et à tort, que l'échec peut faire partie intégrante de lui. C'est ce que Freud appelait l'idéal du moi. Ce qui nous accable, c'est de confondre notre échec avec notre personne. On se sent ainsi démasqué, on a l'impression de perdre son identité. Toutefois, cet échec est essentiel pour mesurer l'importance de chaque réussite. Dans le film Le discours d'un roi, de Tom Hooper, le roi George V souffre depuis longtemps de bégaiement. Lui, qui de par sa haute naissance était promis à un avenir radieux, est contraint, en tant que père de la nation, de faire des discours auprès de ses sujets. Mais du fait de son handicap,
il prononce un discours incompréhensible à la cérémonie de clôture de la British Empire Exhibition de 1925. Alors, le futur souverain a le moral complètement miné. Il ne sait plus quoi faire. Mais c'était sans compter l'aide d'un spécialiste aux méthodes peu orthodoxes. Ainsi, en septembre 1939, George V parvient à prononcer à la radio le discours d'entrée du Royaume-Uni dans la guerre contre l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. Et sa gloire n'en fut que plus grande. Lui qui avait tout perdu a triomphé. Voyez-vous, s'il avait toujours été éloquent, ce discours-ci, il l'aurait très vite oublié. Mais celui-là, après cet échec cuisant, après tant de travail, a dû avoir une saveur particulière. Ainsi, l'échec est important pour nous faire mesurer la nécessité de chaque réussite. En outre, le fait d'échouer est un processus inhérent à la condition humaine. En effet, nous ne sommes pas des machines, nous ne pouvons tout connaître, nous ne pouvons tout maîtriser. Nous sommes pour la plupart à la recherche d'un idéal que nous n'atteindrons jamais. En outre, il me paraît essentiel de rappeler que la notion d'échec est très relative et propre à chacun. Dans l'inconscient collectif, l'échec est inévitablement associé à la perte de quelque chose. On parle d'échec professionnel dès lors que l'on échoue à un examen. On parle d'échec sentimental dès lors que l'on divorce. Mais il faudrait toujours conserver, dans un coin de sa mémoire, la maxime de Nelson Mandela. Je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors, il y aura toujours l'avis des autres. Mais cet avis ne doit avoir qu'un poids minime sur la quantification de nos échecs, car c'est à nous que revient ce rôle. Dès lors, nous sommes libres de ne plus considérer un échec comme tel, mais bien comme le moyen d'un apprentissage, certes parfois pénible, certes parfois douloureux, mais nécessaire pour grandir. Mais c'est avant tout une belle leçon sur la résilience que nous enseigne Confucius. En effet, ce n'est pas l'échec qui importe, mais bien la volonté de se battre, la révolte. Alors, à l'évocation du terme révolte, vous viennent sûrement à l'esprit des images de bolcheviks hargneux attaquant la famille impériale russe, mais ne vous en faites pas, je ne parle pas de ce type de révolte. Comme nous le rappelle Albert Camus, la révolte passe avant tout par l'amour. Ainsi, ce n'est pas un combat contre les autres, ce n'est pas un combat contre soi, mais bien un combat avec soi, et surtout un combat pour soi. Et l'exemple qui illustre le mieux ce processus de résilience sera très certainement celui d'Émile Zola. Émile Zola qui est l'un des écrivains français des plus populaires. Mais il faut savoir qu'Émile Zola a raté le bac une première fois. Il l'a ensuite repassé une seconde fois, mais il a de nouveau échoué. Alors, Émile Zola est devenu une sorte de bohémien. Il a traîné dans les rues, il ne savait plus quoi faire, il était désespéré. Mais un jour, il est entré dans un journal et il a commencé à écrire sur quelques feuillets. Et ça a donné La Fortune des Rougons, l'une des œuvres françaises les plus populaires. Et je peux vous l'assurer que sans cette résilience, que sans cette volonté de se battre, l'œuvre d'Émile Zola n'aurait pas été la même. Tout compte fait, ce que Confucius cherche à nous enseigner, et cela depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est que ce n'est pas l'échec qui importe, mais bien la résilience, la volonté de se battre. Il me paraît essentiel de rappeler que le terme échec est originaire du persan shamat, qui signifie échec et mat. Ainsi, la vie, c'est ça. Avancer ses pions sur un échiquier grandeur nature. Et cela en dépit du risque que notre adversaire nous en dérobe inextricablement certains. Mais comme dans tout jeu, nous disposons de la possibilité de gagner. Échouer, ce n'est que perdre un pion, voyez-vous. Se relever, c'est faire échec et mat. Merci beaucoup, je tenais à vous remercier de m'avoir écouté. Et je voulais remercier tout particulièrement tous les gens qui m'ont accompagné dans ce projet. J'aimerais vous quitter avec cette formule de Winston Churchill. La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre sa bonne humeur. Merci.